un petit peu les d'investissement dans l'agriculture, le développement rural, la sécurité alimentaire et la nutrition. Et maintenant, là, il me reste, je crois, 8 ou 9 diapositives. Donc, pour lancer la discussion et pour ensuite lancer les travaux de groupe qui auront lieu déjà en fin d'après-midi et puis dans les jours prochains sur la manière d'intégrer l'analyse financière économique dans le cadre des NAIPS SAN. Donc la première diapo, c'est un petit peu pour faire la différence entre ce qu'on appelle un projet, un plan et un programme. Donc ce dont on a parlé ce matin, c'est de projets, dans ce qu'on a en bas, qui est une entité temporaire. J'ai pris des définitions qui ne sont pas de moi, hein, donc la formulation est parfois un peu compliquée, mais c'est une entité temporaire établie afin de fournir des effets spécifiques, souvent tangibles, donc on peut quantifier et aussi monétariser, qui sont en ligne avec une période, un coût et des contraintes de qualité prédéfinies. Donc un projet c'est assez spécifique, c'est un objectif très spécifique avec des résultats en général qu'on peut quantifier, et donc pour lequel il n'y a pas trop de problèmes pour faire une analyse financière et économique. L'étape du dessus, c'est un programme. Alors là, un programme, c'est en général un portefeuille de projets qui, gérés et coordonnés ensemble comme une unité, ont pour objectif d'atteindre des résultats et des bénéfices communs qui sont parfois intangibles, donc à un niveau un peu plus élevé, comme la réduction de la pauvreté ou la sécurité alimentaire, par exemple. Et donc ces programmes en général interviennent au niveau d'un secteur ou même parfois font intervenir différents secteurs. Il y a des programmes au niveau des pays, et parfois des programmes interpays. Et puis le plan d'investissement qui est encore une échelle supérieure. Donc là, cette fois-ci, c'est au niveau d'un pays, essayer d'identifier et de prioriser tous les investissements qui sont nécessaires pour atteindre des objectifs de haut niveau comme la modernisation du secteur agricole ou la première génération de PNIA, c'était plutôt le PIB agricole, augmenter le PIB agricole. Cette fois-ci, on parle plutôt d'objectifs de plus de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Donc, si on a bien ces trois entités en tête, alors donc oui, c'est une autre diapo qui représente un petit peu la même. Non, c'est un petit peu différent. Ça, c'est différents types de plans. Donc maintenant, on va plutôt parler des plans d'investissement. Ça, c'est moi qui ai écrit ça, mais peut-être que je me trompe, donc vous devez me dire. Donc la première génération de PNIA qui correspond à ça. Donc d'après ce que j'ai compris, le principal objectif, c'était d'augmenter le PIB agricole de 6% par an, de 6% par an, donc c'était l'objectif qui était fixé au niveau du CADEP. Maintenant, d'après ce que je comprends, la deuxième génération de PNIA SAN donc inclut des considérations beaucoup plus élargit finalement le champ d'intervention et le champ d'investissement au-delà du secteur agricole, ou en tout cas pour faire en sorte que le secteur agricole et le secteur de développement rural contribuent à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Donc, d'après ce que je comprends, le contenu des PNIA SAN risque d'être plus vaste que la première génération de PNIA. Et puis, je voudrais aussi parler de ce qu'on appelle aussi les plans d'investissement pays. Donc je parlais ce matin de l'expérience que j'ai eue et que certains pays d'Asie ont eu, d'essayer de développer des plans d'investissement pays, country investment plan, pour la sécurité alimentaire, l'agriculture, la sécurité alimentaire, la nutrition. Et ce sont des plans qui, dès le départ, ont voulu essayer de prioriser les investissements contribuant à la sécurité alimentaire et nutritionnelle, suivant le cadre de résultats de la FAO, enfin le cadre proposé par la FAO qui est la disponibilité, l'accès et l'utilisation de la nourriture, non donc la définition qui date de 1996, je crois, de la sécurité alimentaire de la FAO. Et donc à partir de cette définition, il y a des pays qui ont voulu essayer de créer des plans qui sont par nature
multisecteur, c'est-à-dire que c'est pas seulement le secteur agricole, mais il y a aussi d'autres secteurs du développement rural, il y a le problème de la santé, de la sanitation, etc. Donc ce sont des plans encore d'après ce que je comprends, encore plus élargi que le PNIASAN. Une petite parenthèse sur ces plans d'investissement que je suis aussi d'assez près en Asie. Leur première génération n'avait pas du tout d'analyse financière économique. Leur deuxième génération n'en ont toujours pas, mais ils sont aussi en train de réfléchir à la manière d'en introduire, mais sans savoir du tout comment faire. Donc, je crois qu'on est un peu tous dans le même panier. Donc voilà. Donc là, c'était pour rétablir un petit peu la difficulté qu'on a pour faire une analyse financière économique d'un PNIASAN. Dans le sens où, effectivement, au niveau d'un projet, en général, les groupes d'activités sont bien définis et assez limités. On a un nombre limité de composantes. En général, un projet, on parle de 2-3 composantes. Et donc, c'est assez facile de circonscrire les activités et les coûts et bénéfices, de définir les coûts et bénéfices. Et aussi, en général, on a un nombre d'acteurs bien définis, c'est-à-dire un projet s'adresse à, encore une fois, le mot bénéficiaire ne me plaît pas du tout, mais disons 50 000 acteurs participant au projet, que ce soit des exploitations agricoles ou des entreprises de transformation, etc. Par contre, au niveau d'un plan, effectivement, on a une définition beaucoup plus élargie. Les interventions sont en général multiples, sont très nombreuses. Parfois, comme ce qu'expliquait Aiglé ce matin, les coûts sont définis de manière moins détaillée, moins précise, donc ça complique la tâche de l'analyse économique et financière. Le niveau des bénéfices attendus est en général plus élevé. C'est-à-dire dans le cadre d'un projet, on arrive souvent à définir comme objectif principal des choses qui sont quantifiables, augmentation des revenus, augmentation de la production agricole. En général, quand on parle d'un PNIASAN, on a un niveau qui est à l'étage supérieur. Encore une fois, donc la croissance du secteur agricole, mais aussi le degré d'insécurité alimentaire, etc., qui sont difficilement quantifiables. Et puis on a un nombre élevé d'acteurs, même a priori c'est la population entière du pays, quoi. Donc ce qui complique aussi la tâche pour faire l'analyse financière économique. Ce que je proposais, c'est de jeter un coup d'œil sans pour autant dire que c'est un modèle, mais pour voir un petit peu ce qu'a fait un autre pays, le Rwanda, récemment, qui aussi a développé la deuxième génération de plans et qui a proposé dans son plan, il y a une annexe qui expose les considérations financières et économiques de leur plan. Donc je voulais juste qu'on regarde un petit peu ça en 3 ou 4 diapositives. Donc ils appellent ça le plan d'investissement du secteur agricole, le PISA. C'est sur 5 années, donc de 2014 à 2018 inclus. Là, on reste quand même sur un objectif très agricole. C'est d'augmenter et d'intensifier la productivité des secteurs agricoles et de l'élevage au Rwanda et d'étendre le développement des chaînes de valeur. Donc ça dépasse le secteur agricole, mais quand même ça reste sur le secteur productif, quoi. Donc au niveau de la production, transformation et commercialisation, etc. Et donc, dans le cas du Rwanda, le plan d'investissement est fait de 4, ce qu'il appelle programmes stratégiques, et de 24 composantes qui sont en fait aussi 24 sous-programmes, quoi. Donc, le premier programme, c'est l'intensification de l'agriculture et des ressources animales. Le deuxième, c'est la recherche, vulgarisation, transfert de technologie et organisation des producteurs. Donc le troisième programme stratégique s'intéresse plus à après récolte, la transformation des produits, et le développement des chaînes de valeur et d'investissement étendues à travers le secteur privé. Et puis le quatrième est a plus trait au développement institutionnel et aux thèmes transversaux comme le genre et la nutrition, etc.
ça, qu'est-ce que j'ai ça. Donc là c'est un petit peu le cadre stratégique, le cadre de résultat du Rwanda, où donc ils essaient de comparer la baseline, donc ce qui existe au moment de la préparation du plan en 2012-2013, pardon, avec la cible 2017-2018. Donc ils distinguent ce qu'ils appellent les high level results, les résultats de haut niveau, qui ont trait à l'agriculture, donc au développement du PIB agricole, mais aussi à la réduction de la pauvreté rurale. Un autre critère qui est c'est un plan en fait de modernisation de l'agriculture. Donc un de leurs critères principaux d'évaluation sera l'augmentation des terres, ce qui s'appelle under modernized agricultural use, c'est-à-dire avec une utilisation moderne des techniques. Et puis aussi un autre critère important pour le Rwanda qui est l'exportation des produits agricoles. Et là, ensuite, en dessous, on a des résultats intermédiaires qui, eux, sont beaucoup plus concrets et quantifiables en termes d'hectares, principalement, qui correspond à bon, le Rwanda est un pays de collines avec des gros problèmes d'érosion, donc des sols qui sont protégés de l'érosion et qui sont gérés de manière durable, et puis aussi des surfaces développées en termes d'infrastructures d'irrigation, etc. Et puis les autres résultats intermédiaires qui, eux, seront directement utilisés dans l'analyse financière économique, ce sont des résultats en termes de productivité et de production. Donc on a les productivités, ils ont pris, alors encore une fois, ils ont sélectionné certaines commodités, pas toutes, cassava, coffee, milk, et ils se sont attribués des objectifs ciblés à la fin de la mise en œuvre du plan. Pareil pour la production de lait. Et là, par contre, ce sont en dessous, ce sont plus des indicateurs, encore une fois, quantitatifs, mais qui ne sont pas monétarisés, qui sont le nombre de technologies qui ont été développées. Et le nombre d'organisations paysannes, donc qui reflètent plutôt le développement institutionnel du pays. Donc là, ça c'est intéressant parce qu'on a une partie qui seront monétarisées et une autre partie qui seront pas monétarisées. Mais c'est important dans l'analyse financière économique de refléter ces différents bénéfices attendus. Alors, voilà, donc juste un petit coup d'œil rapide, une photographie de leur plan. Donc c'est un coût total de à peu près 1,2 milliard de dollars. Quand je dis scénario intermédiaire, je ne sais pas ce que vous faites dans le cas de la CEDEAO, mais dans le cas du Rwanda, ils ont fait en fait trois scénarios de coûts. Le coût intermédiaire, mais aussi s'ils arrivent à mobiliser plus de ressources, il y a un scénario plus optimiste, et au contraire, s'ils n'arrivent pas à mobiliser toutes ces ressources, un scénario plus pessimiste. Donc, alors c'est là qu'on parle un petit peu plus de l'analyse financière économique. Ce qu'ils ont fait, c'est que sur les 24 sous-programmes, ils ont calculé les bénéfices uniquement sur 9 de ces sous-programmes. Et en fait, qui représente quand même, ces 9 représentent quand même 77% du coût total. Donc c'est quand même une grosse partie des coûts. Mais aussi ce qu'ils expliquent, c'est que les 23% restants, ils n'ont pas évalué les bénéfices directs, ils n'ont pas quantifié ni monétarisé les bénéfices directs, mais ils ont fait l'hypothèse que ces 23% étaient nécessaires pour en fait la matérialisation des bénéfices du plan entier, quoi. Donc c'est le renforcement des institutions, etc. On n'a pas de calcul monétaire des bénéfices, mais on considère qu'on doit faire cet investissement si on veut que les bénéfices des autres composantes du plan soient réalisés. Donc ça c'est le raisonnement, et je pense que c'est le raisonnement aussi qu'on devra utiliser dans le cadre des plans d'investissement ici. Donc oui, alors c'est ça c'est les 23% dont je parlais, donc qui sont des investissements un peu plus soft, qui ne sont pas en infrastructure ou
développer directement la production, mais qui ont quand même été pris en compte dans les coûts du PNIA, dans l'analyse financière et économique. Par exemple, il y a la recherche et l'extension agricole. Il y a toute une discussion en disant que c'était nécessaire à la matérialisation des bénéfices, par exemple sur les réseaux d'irrigation, mais on peut pas lui attribuer directement des bénéfices à eux seuls, quoi. Donc les bénéfices sont estimés sur 25 années, c'est pas plus de 25 années, mais c'est 25 années. Et les bénéfices contribueront largement à la croissance agricole. L'analyse aussi a fait un effort pour essayer de quantifier étant donné que c'était un des objectifs du pays d'augmenter l'emploi rural, donc a inclus aussi la création d'emplois comme un des bénéfices directs importants du PNIA. Et ici, ils lui ont attribué une valeur marchande, quoi, en disant que le taux de rémunération moyen était de 0,95 $ par journée de travail. Donc ça, on considère ça comme un bénéfice, quoi. Donc, et ils ont aussi ils ont fait l'évaluation de ces 9 sous-programmes sur la base de modèles d'activité comme je l'expliquais ce matin, quoi. Donc l'irrigation, la conservation des terres, etc. Là ici, j'ai fait la liste de ces modèles d'activité. Donc on a les cultures sur les zones irriguées collinaires, cultures sur les zones non irriguées collinaires, les cultures en zone marécageuse. Donc tout ça, c'est le plan d'investissement va investir dans l'aménagement de ces zones marécageuses, dans l'aménagement de ces zones irriguées et non irriguées. Des coopératives pour l'élevage qui produisent du lait, de la viande et du purin. Le séchage des cultures, donc avec des financements dans le plan d'investissement de facilités de séchage. Le stockage des cultures aussi, qui a des bénéfices financiers directs. Les transports porte-récolte. Il y a aussi des modèles d'activité qui montrent l'impact de l'emploi dans l'agriculture pour des gens par exemple sans terre. Il y a une analyse qui est faite à ce niveau. Et puis il y a aussi un modèle qui montre la séquestration de carbone qui découle de la conservation des sols. Donc voilà, c'est ce qu'a fait le Rwanda. Donc ici avec un résumé de l'analyse financière économique. Donc ici vous avez à gauche les 9 programmes dont je parlais à l'instant, où ils ont calculé pour chacun donc le coût d'investissement. Donc là vous voyez ça c'est le coût total dont je parlais tout à l'heure, 1,2 milliard. Ça, c'est les 15 autres sous-programmes pour lesquels ils n'ont pas fait l'analyse financière économique. Et ça, c'est le coût des 9 programmes dont on parlait. Et donc, pour ces programmes, ils ont calculé en français, comment on dit, la valeur actuelle nette. Et ils ont calculé aussi le taux de rentabilité ici. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une de ces activités, les routes rurales, qui a des un résultat un peu négatif. Il paraît pas très rentable. Mais alors encore une fois, ils l'ont quand même inclus dans le plan d'investissement. Alors je suis pas allé dans le détail, j'ai pas vu les explications, mais je pense une des explications, c'est peut-être de dire aussi si on n'a pas ces routes rurales, peut-être que les autres composantes ne peuvent pas aboutir aux bénéfices qu'on a estimés ici. Donc voilà, et donc ils ont fait ça donc pour chacune de ces sous-programmes, et puis après ils ont fait le total ici, avec donc ils ont calculé même un taux de rentabilité et une présence nette actuelle pour l'ensemble du plan d'investissement. Donc ici vous avez 21% de taux de rentabilité, ce qui paraît parfait pour un économiste. Donc voilà. Donc ça c'est la dernière diapo. Après moi je me tourne vers un collègue pour savoir comment on va gérer la suite, mais comment on va peut-être organiser les travaux de groupe par la suite. Donc je pense que la première chose à faire sera sûrement au niveau de chaque pays de reprendre le cadre logique tel qu'il est maintenant. Alors on a entendu ce matin que certainement il y a des états d'avancement différents suivant les pays, mais ça c'est pas très grave, pas très important. Mais ce qui est important, c'est de prendre le cadre logique tel
tel qu'il existe maintenant, parce que ça va être la base aussi de l'identification des activités et de l'identification des bénéfices qu'on va pouvoir inclure dans l'analyse financière et économique. On va aussi se baser sur le costing tel qu'il existe. Je pense qu'une partie des pays a fait déjà un costing assez détaillé, d'autres peut-être un costing plus sommaire, mais il faudra extraire du plan ce costing. Ça sera la première étape. Ensuite, je pense que donc à partir du cadre logique, je crois qu'il faudra passer un petit moment à bien énoncer, peut-être sous la forme d'un tableau synthétique, les trois types les trois catégories de bénéfices dont on parlait plus tôt, quoi. Les bénéfices monétaires, les bénéfices quantifiés et les bénéfices plus intangibles, qu'on attend de la mise en œuvre du PNIA. Et pour moi, c'est déjà un élément important de l'analyse financière économique. Je pense que, d'après ce que j'ai compris, il y aura un chapitre dans le plan sur l'analyse financière économique, et la première partie de ce chapitre sera l'énonciation des bénéfices qu'on attend de la mise en œuvre du PNIA. C'est une manière aussi de convaincre l'investisseur, déjà de manière qualitative, d'avoir une bonne description qualitative des bénéfices. Donc, et après, il faudra qu'on fasse une sélection des bénéfices et des activités ou des composantes ou sous-programmes pour lesquels on pense pouvoir, avec les données disponibles dans le pays, on pense pouvoir faire une analyse coût-bénéfice. Donc là, je pense comme pour le Rwanda, il faudra faire une sélection. On ne pourra pas faire ça pour tout. Donc on prendra certains éléments du plan d'investissement, peut-être ceux qui ont un coût beaucoup plus important. Je crois que c'est quand même important de voir ça. Si un élément représente 1% du coût, enfin, faut être très pragmatique, quoi. Peut-être qu'on fera pas ça. S'il y a une activité, je sais pas si le développement d'irrigation dans telle région représente 30% du PNIA, alors là, il faut absolument faire une analyse coût-bénéfice de cette intervention. Donc là, il faudra, je pense que ça se dépendra un peu de la situation des différents pays, mais il faudra faire une sélection des activités pour lesquelles on va faire l'analyse coût-bénéfice quantifiée. Voilà, donc ça, je répète un peu la même chose ici. Et puis après, à partir de là, il faudra, à partir des données existantes, faire des modèles financiers. Donc les modèles de ferme, si on parle des bénéfices qui se réalisent au niveau des fermes, et aussi des modèles d'entreprise, si on parle de la chaîne de valeur. Voilà, et puis ensuite la dernière étape sera d'agréger ces coûts et bénéfices. Donc on agrégera ceux des activités pour lesquelles on a fait une analyse coût-bénéfice, et puis on rajoutera, je pense qu'il faut considérer tous les coûts du PNIA dans l'analyse coût-bénéfice en tout cas. Donc on va quantifier seulement une partie des bénéfices, mais tous les coûts, il faudra les inclure dans l'analyse finale. Voilà. Bon, moi j'ai fini ça c'était pour lancer un petit peu la discussion de comment on allait faire ça dans le cadre des pays. Mais si vous avez des questions un peu sur ce que j'ai dit avant, on va en parler maintenant. Et puis après, plus concrètement, on fera ça, je pense, par petits groupes, quoi. Poser des questions. Après, on va revenir sur l'organisation, les travaux de groupe vers la fin. Si vous pouvez poser des questions sur l'ensemble, après, j'organiserai un tour de table sur les travaux de groupe. D'accord? OK. Et Alassane, tu avais demandé la parole. Est-ce qu'il y a des demandes d'information sur la présentation, plan versus programme versus projet? Vous avez vu ce qui est présenté dans le cadre du Rwanda. Bon, peut-être vous êtes un peu habitué à ça, mais bon, je vois le travail très fin pour aller dans le cadre logique, les cibles, avec au niveau global, au niveau intermédiaire, etc., etc. Bon, c'est des choses auxquelles il faut faire attention. Bon, donc,
On peut passer, oui. Ok, merci beaucoup, Monsieur le Président. Par rapport au cas juste du Rwanda, le tableau qui vient d'être déroulé, j'ai vu seulement les investissements en plus, les valeurs actuelles nettes. Ça? Je sais que les valeurs actuelles nettes incluent quelque part les coûts. Moi, j'aimerais, pardon, les bénéfices. J'aimerais bien voir aussi une colonne bénéfices à côté. Je ne sais pas si c'est possible de voir comment est-ce qu'ils ont pu quantifier, évaluer, surtout évaluer ces bénéfices. Oui, c'est une bonne question. Je suis pas sûr que j'ai la réponse parce que je crois pas ils fournissaient les tableaux plus détaillés hein, dans le document que j'ai consulté. Donc ça, c'est aussi la difficulté. C'est vrai qu'on a, qui est parfois on a les résultats, mais on n'a pas, on n'a pas les calculs précis, les calculs détaillés qui ont été faits derrière. Ça, c'est une grosse difficulté, par exemple, quand on fait l'évaluation en fin de parcours d'un projet. Par exemple, les bailleurs de fonds comme la Banque mondiale demandent qu'à la fin de chaque projet, on fasse ce qu'ils appellent le ICR, le Completion Report, c'est-à-dire et pour ça, on doit faire une analyse financière économique ex post, et donc on doit comparer les résultats de cette analyse après projet avec ce qui avait été fait avant projet. Donc on retourne dans le document de projet pour retrouver ce genre de tableau, et on ne retrouve jamais les tableaux de calcul détaillés qu'il y a derrière. Donc ça, c'est une des difficultés. Donc il faut refaire soi-même les différents modèles. Là, dans le document que j'ai consulté, effectivement, ils ne fournissaient pas les chiffres détaillés des bénéfices, la manière dont ils avaient estimé les bénéfices. Donc bon, on pourra pas utiliser le cas du Rwanda pour ça. J'ai une petite préoccupation. Les pays absents. Les pays absents. Les pays absents, comment il faut les remettre dans la dynamique. Et ma deuxième contrainte relative aux pays absents, il se trouve qu'ils sont tous des pays anglophones. Bon. Et je ne souhaite pas que les gens aient l'opinion qu'on les néglige encore une fois. Voilà. Donc, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a une méthode pour les ramener assez rapidement, au moins si même on va vite, à avoir cette information générale qu'on a déroulée, pour que, ou bien, pendant que les autres travaillent, on les reprend en travaux de groupe, on les reprend pour leur donner l'information de base avant de les introduire dans un travail de groupe. Voilà, je voulais qu'on m'organise comme ça, après on va revenir sur les autres choses. On peut dérouler, excusez-moi, le dernier tableau. Maintenant, donc vous allez en travail de groupe. Nos amis du Nigeria, de la Sierra Leone et du Libéria vont arriver aujourd'hui. Je pense qu'ils ont besoin d'avoir cette information de base, et puis reprendre pour aller en travail de groupe. Mais eux, ils sont 3 seulement. Comment on va s'y prendre? Et puis, en plus, accompagner les pays qui sont déjà partis à avancer. Comment vous voyez ça? Ouais. Je pense qu'effectivement, il faudrait peut-être s'asseoir avec eux demain matin, ou passer peut-être un peu moins de temps, passer 1 heure à reprendre un petit peu cette présentation en anglais, parce que ce sont des pays anglophones. Voilà. Mais effectivement, oui, ça peut être utile quand même de... Mais ça, on n'est pas obligé. Ça, on fera pas ça avec tout le groupe. Je pense que en parallèle, les pays vont commencer leurs travaux de groupe. Et pour eux, on commencera la séance de groupe par ça. Bon, comme vous allez faire la présentation en anglais, est-ce qu'on ne peut pas demander encore à nos amis du Ghana et de Gambie d'aller les joindre, ou vous pensez que vous êtes suffisamment à l'aise pour aller déjà avec ce groupe anglophone? Ça, je pose la question à nos amis du Ghana et de Gambie. Demain matin,
On va reprendre le Nigeria, la Sierra Leone et le Libéria. Ils vont faire la présentation en anglais pendant 1 heure et demie, cette présentation générale, avant de les envoyer en entrevue de groupe. Est-ce que vous voulez aller les rejoindre encore ou bien vous allez aller avec le premier groupe? Ghana, Gambie. Okay, I think it. Je crois que ce serait intéressant de rejoindre le groupe qui vient du Nigeria pour ne pas dupliquer. Tout simplement, on attendra le groupe qui vient du Nigeria. On va se joindre à eux, le Nigeria et puis le Libéria. Oui, je partage la même opinion. Je crois qu'on peut directement suivre une communication en anglais pour que ce soit clair et net. Donc, pour que nous puissions savoir ce que nous gagnons. Merci. Demain, 9h, entre 9h, 10h, 10h30. Non, 9h, 10h, 10h30. Donc, vous reprenez la partie et puis vous allez continuer en travaux de groupe. Donc, on peut revenir en travail de groupe pour les 10 autres pays. Donc, voilà. Est-ce que vous avez, voilà, si vous avez une question à poser sur ça, est-ce que vous avez très bien compris ce qu'il est en train de vous demander? Ou bien il reprend un à un, cadre logique, qu'est-ce qu'il vous demande, etc., etc. Alors, ouais, bon. Moi aussi, j'ai un autre souci. En fait, c'est pour les pays qui n'ont pas encore de cadre logique, qui n'ont pas encore de costing. vous l'avez dans l'opinion numéro 1. Exercez-vous avec l'opinion numéro 1. Exercez-vous avec votre opinion numéro 1. Allez retrouver, regardez est-ce que c'était complet, est-ce que c'était, etc. pour pouvoir faire un exercice, quoi. Voilà. Sinon, si vous ne travaillez pas, vous allez penser que vous avez compris ou bien vous avez maîtrisé, or vous n'avez pas. Donc quand on suit, on a l'impression qu'on comprend, qu'on connaît. Mais quand on commence à travailler, qu'on se rend compte que peut-être on ne maîtrise pas tout. Moi, je serais pour que les pays qui n'ont pas encore de costing et d'analyse financière, mais au moins, dans le premier document, vous travaillez d'abord sur votre cadre logique. Bon, vous regardez les autres années, vos plans d'investissement que vous aviez. Et je pense que si j'ai bien compris, c'est le Cap-Vert, il lui reste costing, analyse économique et financière, Sénégal, Guinée-Bissau. Principalement, ce sont ces trois-là. Principalement, ce sont ces trois. Sénégal, dans votre premier Pignazan, vous aviez fait costing, analyse économique et financière. Guinée-Bissau, c'est la FAO même qui avait fait votre document. Je pense que c'était allé aussi loin. Cap-Vert, je ne sais plus, c'est la FAO qui vous avait appuyé. Dans le premier plan, il y avait le costing juste, mais il n'y avait pas l'analyse économique et financière. OK? D'accord. Bon. Moi, je vous aurais conseillé que vous fassiez cet effort, vous reveniez, mais cette année, vous pouvez revoir votre cadre logique et revenir, quoi. En tout cas, faites l'effort, parce que si vous ne faites pas l'effort, ça ne va pas, l'exercice ne va pas vous profiter. Si vous ne vous fatiguez pas, vous trompez, on vous corrige, on vous explique, vous n'allez pas avancer. Pour les 7 autres, je crois que, partez de vos documents, vous avez le cadre logique, vous avez fait un costing, et peut-être que ok, mais voilà. non, je pense, moi, voilà. Je pense je disais que ouais. tous ils ont cadre logique, Ouais. et cet autre costing. Peut-être il faut continuer à leur expliquer quand vous commencez à leur dire, énoncer les 3 catégories de bénéfices et expliciter leurs davantage. Maintenant. Oui, vous reprenez seulement les. Mais, on peut reprendre, mais je voulais juste dire une ou deux choses. Je pense que effectivement, les pays qui n'ont pas encore de costing, je pense que ça va être un peu plus compliqué, mais je crois qu'il faut faire l'exercice. Je suis tout à fait d'accord, parce que sinon, et puis en plus, le costing devrait arriver bientôt, parce que si vous voulez avoir un plan d'investissement dans les 2-3 prochains mois, il faut vraiment. Donc, même si vous avez une évaluation très sommaire des coûts, ou alors utiliser l'estimation des coûts du premier PNIA, du précédent PNIA, il faudra faire des hypothèses, mais je pense que ça vaut le coup quand même de faire l'exercice, même si on n'a pas encore l'estimation des coûts. Mais alors, ce qui serait, à mon avis, le plus efficace, c'est de peut-être de diviser les groupes en fonction
de l'état d'avancement. S'il y a plusieurs pays qui n'ont pas encore les coûts, alors peut-être les mettre ensemble, discuter ensemble de la manière de faire pour ces pays-là, et puis les autres pays qui ont déjà des coûts, et puis les autres pays qui ont déjà une analyse financière préliminaire, peut-être. Comme ça, c'est plus efficace que d'avoir des groupes plus disparates. Donc, on a pris note dans l'approche. Première chose, il y aura un groupe des 5 pays anglophones. Ils vont revenir dans la présentation générale avant de vous mettre en groupe. Mais donc, le groupe des 10 autres pays, on va les regrouper par sous-groupe d'état d'avancement. Il y a des pays qui ont déjà le costing, l'analyse économique et financière, un groupe. Il y a des pays qui ont le costing, n'ont pas encore l'analyse économique et financière, ils ont le document, c'est un autre groupe. Il y a des pays qui n'ont même pas, qui sont en train de finaliser un projet. Sans analyse économique et financière, on les met en groupe. D'accord? Donc les 10 autres, on va les mettre. Oui, allez-y. Je pense que si on les catégorise comme ça ne peut pas marcher. Et il faut un mixage. C'est-à-dire que ceux qui ont déjà leur consigne avec l'analyse économique et financière, on peut prendre ceux qui n'en ont pas du tout, surtout l'analyse économique et financière, on les jugule avec eux. Et ceux qui n'ont ni le costing ni l'analyse économique et financière, on peut les répartir sur les deux groupes. Pas bon, non, on est en train de les former. Ils sont là pour ça. Quel que soit votre état d'avancement, ils veulent vous trouver dans votre état d'avancement pour vous accompagner. C'est pas, comment on appelle ça, on est en train de faire une réunion globale, on mixe ceux qui connaissent. C'est pas vous qui formez les autres. Il y a des formateurs pour vous former. Donc, vous avez votre analyse économique et financière, ils vont jeter un coup d'œil, regarder ce qui manque, ce qui ne manque pas pour vous accompagner. Vous ne l'avez pas encore, mais vous avez juste la partie technique, etc. Ils vont vous dire à partir de ça, d'abord, correction au niveau des cadres logiques et autres, est-ce que c'est clair? Et puis à partir de là, ils vont vous expliquer les autres étapes qui avancent. Donc, si l'un il est à côté de quelqu'un qui connaît tout déjà, il n'avance pas. Voilà, d'accord. D'autres interventions? Alors, 15h20. Est-ce que vous avez le courage de commencer déjà? Est-ce que Stéphane? Stéphane? Oui, allez. Moi, j'avais juste une demande par rapport aux pays qui ont énoncé ce matin qu'il y a eu des essais par rapport à l'analyse économique et financière. Donc, il me semble que c'était le Bénin, la Côte d'Ivoire et la Guinée. Je voulais savoir si vous pouviez expliquer brièvement, 2, 3 minutes ou 5 minutes, quelle a été l'approche prise, comment ça a été calculé, comment ça a été fait, comment a été le processus, et si vous pourriez nous expliquer un petit peu la méthodologie globale qui a été prise. Merci. Merci beaucoup. Je vais y arriver. Ça, c'était juste après l'étape quand on va faire j'allais leur demander l'expérience pays, quoi. Vous avez raison de nous rappeler. Et je voulais juste seulement pour qu'on se comprenne ce qu'on va faire à partir de maintenant. Et vous, maintenant, vous avez toute l'information de base. Je veux dire les 12 pays, vous avez l'information de base pour pouvoir aller en groupe. Vous avez vu ce qu'on vous demande. On vous a suggéré aussi d'aller par niveau d'avancement. D'accord? Ça, c'est les principes que nous avons retenus. D'accord? Après, maintenant, avant de nous séparer, donc sur cette base, je vous dirai groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4. D'accord? Et voilà. Donc maintenant, on va revenir comme on a le temps. Donc je vois j'espère que cette fois-ci j'ai l'heure, hein? 15h21. C'est ça? L'heure de Cotonou, d'accord. Donc, oui, c'est nous. Par rapport à la répartition. Ok. Par rapport à la répartition qui est faite, en fait, pour les travaux de groupe pays,
Si on prend par exemple les pays qui ont déjà bouclé, qui ont fait leur costing, l'analyse économique et financière, eux, ils vont en fait faire juste les dernières étapes. À moins qu'ils vont juste rapidement parcourir pour voir, mais c'est déjà fait. Maintenant, ceux qui n'ont qu'un cadre logique, ils vont devoir faire l'ensemble de ces points pour dire que les groupes ne vont pas travailler, en fait, ils n'auront pas le même niveau de démarrage des travaux de groupe. Et qu'est-ce qu'on en fait? Il y en a qui vont faire, si on a 2 jours, il y en a qui peuvent terminer en une demi-journée. Et les autres auront besoin peut-être. Est-ce qu'il ne faudrait pas, dans un premier temps, essayer de mettre, par exemple, prendre des exemples? Je disais tantôt que les pays qui ont déjà dit avoir fait l'analyse financière, le costing et tout, on prend leurs documents comme base. Ou bien on prend tous des pays, des cadres logiques comme base et on reprend tout le processus pour mieux comprendre puisqu'on est là pour apprendre. Parce que si je suis dans un groupe qui a déjà fait le costing, l'analyse économique, financière et autres, moi, bon, les autres étapes, je n'aurai pas le temps de voir où est-ce que j'en suis. On passe rapidement. Oui, moi je pense que de toute façon, je pense même pour les pays qui ont déjà fait un costing et une analyse, je crois que ça vaut le coup de repasser toutes les étapes. Je pense aussi pour échanger entre les pays dans le même groupe et je crois que systématiquement, mais alors effectivement, les pays qui ont déjà fait ça, alors le résultat c'est qu'ils auront quelque chose de plus solide. Les autres pays, après le séminaire, ils auront plutôt quelque chose de préliminaire, mais je crois que pour tous les pays, on va essayer de faire de passer à travers toutes les étapes, non? Mais ouais. En partie, l'autre que tu veux, les pays vont présenter leur expérience un peu. Maintenant, on va passer aux pays qui ont un peu d'expérience, comme elle l'a demandé, d'expliquer un peu comment ils ont fait, voilà ce qu'ils ont fait, etc., etc. Bon, ça, c'est une façon de partager avec vous. Mais tout le monde va passer par toutes les étapes. OK? Bon, qui veut prendre la parole? Qui veut se jeter ou bien ils ne se sont pas préparés? Danguewa, c'était dans le programme, hein? Et comment on appelle ça? Côte d'Ivoire, Bénin, etc. Qui veut se jeter? Oui, je t'écoute. Non, en fait, le matin, quand on faisait le point, on a dit qu'au niveau du Bénin, on a essayé de faire une analyse sommaire parce que quand on avait validé notre canevas dans lequel on devait inscrire le PENIASA, il y avait ce titre-là de l'évaluation économique et financière, de l'analyse économique et financière. Mais bon, avec le temps dont on disposait des ressources pour faire ce travail, on a dû aller à des choses beaucoup très simples. Première des choses que nous avons essayé de faire, puisque on a les indicateurs par rapport aux réalisations des principales productions que nous avons retenues, donc végétales, animales, halieutiques. On a essayé d'estimer la valeur de ces productions-là en calculant pour ceux dont on a la maîtrise les taux de perte post-récolte. Donc quand nous avons déterminé cette valeur-là, on a essayé de faire une analyse par rapport à au coût du PENIASA. Donc c'est très simplement ce qu'on a fait. Maintenant, on est allé faire une analyse également au niveau de la sécurité alimentaire en estimant le taux de couverture des besoins alimentaires. Donc, en fonction des objectifs de production que nous sommes fixés et par rapport au niveau de couverture actuel des besoins et au niveau de couverture qu'on va atteindre en fonction de l'accroissement de la population en 2021. Donc, on a essayé de déterminer ce taux-là et de faire cette comparaison. Et en fonction des actions que nous avons prévues également, on a essayé par rapport à l'impact sur le genre, notamment l'autonomisation des femmes. Ça, c'est une analyse qualitative qui a été faite à ce niveau-là. Voilà le plus vraiment simplement possible comment
le Bénin avait réglé cette question pour pouvoir évoluer dans son processus. Je peux poser une question? Oui. Oui, non, c'est très intéressant. Merci beaucoup. Donc, d'après ce que j'ai compris, ce que vous avez essayé de faire, c'est plutôt une analyse globale. C'est-à-dire que vous n'êtes pas rentré dans le détail des programmes, sous-programmes. Vous avez en quelque sorte estimé que la mise en œuvre du plan permettrait la production de produits alimentaires, de produits d'élevage halieutique dans telle proportion. Et donc, vous avez fait cette analyse. L'ensemble des activités du PNIA produirait ces bénéfices sur la production. Et donc, vous avez fait cette analyse. Puis ensuite, vous avez comparé ça aussi aux besoins alimentaires du pays, quoi. Donc oui, c'est très, très intéressant. Merci. Dans les travaux de groupe, on aura vous allez rentrer dans le document pour voir un peu. Oui, mais je crois que c'est intéressant Oui, non, c'est intéressant. Justement pour répondre à la question, de dire que certains pays, déjà qui ont déjà commencé à penser, qui partagent avec l'ensemble du groupe ce qu'ils ont fait ça peut donner des idées aux autres aussi. Merci. D'accord. Bon. Parce que l'expérience que j'ai, les pays, au-delà de ça, il y a les programmes, il y a les sous-programmes, ils ont des indicateurs liés à ça, ils ont des cibles liées à même ces programmes, ces sous-programmes, leur état de mise en œuvre. Je ne pense pas que c'est aussi globalisant seulement. Je ne pense pas. Donc c'est pourquoi je dis, on va y revenir, il faut qu'ils vous le présentent pendant les travaux de groupe, qu'on rentre un peu dans le document, pour un peu voir. Et quel est l'autre pays? Je reviens. Burkina. Merci. Pour le Burkina, je dois dire que nous avons bénéficié donc de l'appui du programme de suivi des politiques agricoles et alimentaires, le SAPA, de la FAO. Alors, mais ce qui s'est passé, compte tenu effectivement du temps, alors les experts nous ont demandé effectivement donc les données que nous leur avons fournies. Ils ont fait donc l'analyse à leur niveau au moyen donc des scénarios tendanciels, des scénarios accélérés. Mais en tant qu'experts nationaux, nous n'avons pas pu suivre effectivement donc cette analyse-là. Ils nous ont restitué effectivement les résultats. Alors, il y a des résultats sur lesquels nous-mêmes, on n'est pas trop d'accord avec eux. Et on a convenu de se retrouver ensemble pour pouvoir vraiment bien expliquer et bien analyser effectivement donc ces résultats-là avant donc de les intégrer au niveau donc de notre document. Vous avez les tableaux avec vous ici? Nous avons les tableaux, voilà, que nous pourrons regarder. D'accord. C'est-à-dire c'est très important après de disposer des tableaux. Tu veux reprendre la parole ici, Dosa? Oui, non, c'était pour dire que par rapport aux indicateurs, le Bénin a les indicateurs détaillés même par rapport aux actions. Mais c'était pour faire l'analyse là qu'on a été global. Donc le cadre logique est bien détaillé. Encore. Oui, vas-y, Janine. Merci, docteur. En ce qui concerne la Côte d'Ivoire, le travail qui a été fait avec IFPRI, c'est de faire des différents scénarios pour faire des comparaisons entre la mise en œuvre de la déclaration de Malabo et puis la situation actuelle. Si on laisse la situation telle qu'elle est actuellement, quels résultats on va atteindre par rapport aux différents indicateurs qu'on a eu à étudier. Donc, il s'est agi de voir l'évolution du taux de pauvreté, de l'extrême pauvreté, la faim, la croissance du PIB, la croissance du secteur agricole, le commerce des produits agricoles, et puis également la modélisation aussi a permis de voir les différents produits stratégiques qu'on pourrait prioriser dans le cadre de notre PNIA. Juste une question. Est-ce que vous êtes allé aussi jusqu'à calculer des taux de rentabilité ou des choses comme ça? Non. Vous avez essayé d'évaluer les conséquences macroéconomiques. Oui.
du plan sur la pauvreté, le PIB, etc. Sur la base de modèles de l'IFPRI. Donc je pense qu'aucun n'est parti jusqu'à analyser taux de rentabilité autre. Aucun. Donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est que Voilà. ce qui est intéressant, c'est que les 3 pays ont suivi 3 chemins différents, assez différents. Donc, mais bon, voilà, je dis pas qu'il y a un chemin qui est meilleur que l'autre, mais ils ont suivi des chemins différents, quoi. Donc je sais pas quelle est l'approche de la CEDEAO ou du hub rural, si ils veulent harmoniser au niveau des 15 pays ou si on se satisfait finalement d'approches diversifiées. Bon, l'idéal c'était d'avoir approche harmonisée, mais comme ils sont, comment on appelle ça, comme ils ont engagé déjà, et je pense que comme ils ont engagé déjà, comme moi je l'ai dit, hein, l'offre de la FAO de venir dans le costing, etc., est venue au mois de juillet. Comme d'ailleurs l'offre de l'IFPRI, etc. Normalement, si les pays avaient accéléré pour terminer juin, donc à Kampala, aussi bien IFPRI que la FAO ont dit nous avons des outils pour améliorer la qualité, etc. Donc on leur a demandé c'est lesquels. Ils ont dit oui, ils ont un certain nombre d'outils, on leur a dit ok, qu'à cela ne tienne, venez nous trouver à Dakar, 5, 6, 7 juillet, exposez-nous vos outils. IFPRI a exposé, bon, c'est globalement les situations de référence, les analyses stratégiques pour avoir un certain nombre de jalons, voilà, pour avoir une idée des domaines ou des programmes qui pourraient être porteurs des ambitions de Malabo. Voilà, ils nous ont présenté ça. Et FAO, bon, on sait depuis longtemps, c'est costing, analyse économique et financière, ingénierie de projet. Bon, mais c'était ce que nous ont présenté, c'était rapide. Vraiment, c'était rapide. On n'arrivait pas à avoir vraiment toute l'expérience de FAO. Et voilà, c'est là où j'ai commencé à leur dire non, il faut rentrer dans FAO. Il faut rentrer dans FAO, nous amener la FAO, quoi. Parce que ce qui est présenté, on sait que l'expérience de FAO est au-delà. Donc, IFPRI, on a démarré donc le processus avec les pays. Donc, on veut lancer avec la FAO aussi un processus. Ça veut dire maintenant, même si à partir de maintenant, tout n'est pas parfait, comment à partir de maintenant se mettre dans une dynamique de construction. Voilà, de construction à terme. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, la capacité va être là. Ils auront ce qu'ils peuvent intégrer dans les plans. Après, ils vont rattraper un certain nombre de choses. Quand ils vont développer les projets de mise en œuvre, voilà, on va construire au fur et à mesure. Peut-être dans 1 an, dans 2 ans, on va finir par avoir une dynamique de groupe et la prochaine fois, l'approche va être homogène. Donc, il faut être un peu pragmatique, quoi. Donc, moi-même, j'étais un peu agréablement surpris quand ils m'ont dit ils ont fait la partie analyse économique et financière. Parce que déjà, je disais à l'IFPRI, bon, je pense qu'il faut que vous nous donniez, même dans les analyses stratégiques, 3 scénarios. Malabo, parce que eux, ils étaient partis, Malabo, les 7 engagements de Malabo, on leur a dit, mais vous pouvez faire Malabo, le pays dit, j'en ai pas les ressources humaines ou les ressources financières, etc., il va s'arrêter. Donc, il faut Malabo, il faut le scénario, ce qu'ils sont en train de faire, s'ils le mettaient en œuvre, maintenant le scénario baseline, tendanciel. Les 3, quoi. Ça guide mieux le pays dans leur choix. Ça guide mieux les pays dans leur choix. Normalement, dans la première phase d'IPNIA, quand nous avions travaillé avec l'IFPRI, ces 3 scénarios, ils étaient partis jusqu'à nous dire même combien ça coûte.
C'est ce que nous avait donné. Cette fois-ci, ils ont reculé un peu, ils ne l'ont pas fait. Parce que quand on avait dit tout de suite un pays qui a une tendance, etc., en 5 ans, etc., il faut réduire la pauvreté de moitié, il faut amener le revenu à tel niveau, on a vu que ça coûtait tellement cher, et donc le pays devait croître son agriculture de 9 et quelques ou 12%. Donc, en termes de capacité humaine, en termes de ressources, aucun d'eux ne l'avait. Donc, on se situait dans, voilà. Normalement, s'ils avaient fait le travail jusqu'à la fin, l'IFPRI, on devrait avoir tous ces 3 scénarios. Si on les déroule, quel est le bénéfice au moins économique, social, etc. Ça, on devait l'avoir grossièrement. Bon, ça allait être le bout que vous allez reprendre, plus les autres choses pour aller ensemble. Mais ça, on ne l'a pas. Malheureusement, ça, ils ne l'ont pas fait dans l'ensemble des pays encore. Donc, vous voyez, on est dans cette situation où il faut améliorer, mais en avançant. On ne peut plus dire au pays arrêtez, on va améliorer en avançant. Voilà. Si vous voulez, comme on a le temps un peu. Oui, allez-y. Ok, merci beaucoup. Moi, mon seul problème, c'est par rapport à la quantification des bénéfices quantifiables et monétarisés, surtout en ce qui concerne le programme. Nous, au niveau du Togo, par exemple, il y avait un exercice qui a été fait entre-temps sur le développement des plans de filière. Donc, quand on prend la filière semences, par exemple, il y a une analyse financière et économique qui a été faite. Ça, c'est beaucoup. On a en même temps les inputs et puis les outputs. Et là, c'est plus facile. Mais quand on vient au niveau des programmes, il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. Ce n'est pas les mêmes spéculations, ce n'est pas les mêmes produits qui sortent. Comment faire pour aller chiffrer en termes de valeur monétaire, d'abord aller quantifier ces bénéfices-là, puisque les coûts, on l'a. Les coûts, c'est généré, nous on a un costing qui est bien fait, mais au-delà, comment aller quantifier les bénéfices pour pouvoir aller générer la valeur actuelle, d'abord le cash flow, et aller jusqu'à la valeur actuelle nette, le tri, ainsi de suite. Voilà, moi, un peu mon inquiétude par rapport à ça. Juste au-delà de tout, je pense bien, je sais pas, IFPRI, entre-temps, devait nous aider aussi à faire une projection. Ça n'a pas abouti. En termes de production, par exemple, si je prends, on investit 1 franc dans le secteur, c'est un exemple que je donne, quelle quantité de riz on attend d'ici 2 ans, 3 ans, ainsi de suite. Et revenons-en à notre cas précis du Togo, c'est que actuellement nous on a un peu modifié la façon de faire. Nous tablons plutôt sur des mesures incitatives, composées des détaxations, des subventions directes et intelligentes, ainsi de suite. Donc on veut voir par rapport à ça, par exemple, il y a un fiscaliste qui est recruté à cet effet pour voir si l'État injecte par exemple 1 franc. Le retour, il a combien, ainsi de suite. Donc, nous sommes plutôt dans cette dynamique-là. N'empêche qu'on puisse faire cette analyse financière, économique, mais ma question reste toujours centrale, c'est comment faire pour évaluer ces bénéfices-là. C'est ça mon problème. D'autres? Oui, derrière, oui. Sandé. Un peu pour clarifier un peu le travail que IFPRI fait, peut-être que ça peut servir d'input au processus qui nous réunit maintenant. C'est que Yama a parlé de 3 scénarios. Je crois que tout le monde a compris ce que c'est que le premier scénario. C'est le scénario de business as usual, c'est-à-dire où seraient nos économies agricoles si la gestion de cette économie se fait comme
comme auparavant. Le deuxième scénario est le scénario qui dit les résultats qu'on peut obtenir, mais aussi les efforts d'investissement physique qu'il faut faire pour réaliser les cibles de Malabo que nous connaissons, qui sont réparties dans cette thématique. Le troisième scénario serait le scénario qui décrit ce que vous avez planifié dans vos programmes actuellement. Et monsieur a présenté, je crois, l'avant-dernière slide qu'il a présenté, où on peut voir le Rwanda, on peut voir deux colonnes, une colonne qui présente les performances actuelles du pays et une deuxième colonne qui présente les cibles décrites dans le programme du pays. Nous faisons ça maintenant pour tous les pays de l'Afrique de l'Ouest depuis qu'on nous a demandé d'inclure ce scénario qu'on peut appeler le scénario PENIASA. C'est-à-dire votre document, on le transforme en un tableau, comme le tableau qu'on nous a présenté. Tout ce que vous avez dit au niveau de toutes les composantes peuvent être convertis en un effort de passer d'un niveau de réalisation à un niveau ciblé. Ça peut être en termes de output, donc de production. Ça peut être en termes de consommation de facteurs ou d'intrants. Ça peut être en termes d'amélioration des rendements qu'on n'explique pas. Ça peut être en termes d'élargissement des infrastructures hydro-agricoles. Tout ça peut être capturé par nos modèles, injecté dans donc l'économie à travers le modèle et nous produire des résultats en termes macro. Là, je précise, c'est-à-dire que nous sortons des résultats macro, du genre, voici comment, si on applique, ou bien si on réalise de façon effective le PENIASA, voici comment cela va produire des résultats macro, des résultats de croissance économique, des résultats de réduction de la pauvreté, des résultats je sais pas, on peut descendre au niveau méso aussi, du genre, voilà comment les productions de maïs, de sorgho vont croître. Donc, on peut aller du macro au méso. Maintenant, si nous avons le temps, pour certains pays qui ont une base d'enquête agricole détaillée, ou mieux, un recensement agricole, nous pouvons descendre l'analyse jusqu'à une requête, par exemple, que monsieur a fait, jusqu'à dire, par exemple, combien d'exploitants seront emballés dans un changement. Donc, ça dépend du niveau d'information qu'on a, mais tout au moins, on va produire des résultats au niveau macro, des effets macro que le programme peut réaliser, en supposant que vous avez défini les actions qu'il faut réaliser au niveau méso et oui, au niveau méso. Donc, voilà ce que nous faisons. Je voudrais faire un commentaire sur ce que nous ne faisons pas. Peut-être que ça peut éclairer. Nous ne travaillons pas sur le côté financier. Peut-être par un abus de langage, on a pu promettre au Togo que si on investit 1 franc, voilà combien de francs en retour ça peut ramener. Et ce franc-là n'est pas à entendre de façon, dans un langage financier. Et je crois que c'est plutôt ce qu'on peut obtenir avec l'équipe de la FAO. C'est différent. L'analyse économique et financière est à voir différemment de ce que nous avons fait au niveau de IFPRI. La dernière fois, pour le premier processus, parce qu'on n'avait pas un répondant en termes de costing de nos scénarios. Donc, ces 3 scénarios devaient être costés. Vous aviez costé les PNIA de la première génération et nous avions costé nos scénarios. Donc, Yama en parlait, il y avait certains scénarios qui étaient, en termes de coûts, étaient exorbitants. C'est que on a utilisé une méthode
qu'on ne recommande pas de continuer pas à utiliser parce que ça c'est basé sur des élasticités et ça suppose que les pays utilisent bien chaque franc qui est modélisé pour réaliser quelque chose. Donc, quand on ne peut pas gérer ces affaires d'inefficience dans la gestion d'un montant, c'est difficile d'utiliser cette méthode. Et nous avons toujours répondu au pays que pour le costing et pour l'analyse économique et financière, nous ne nous engageons pas pour cela, mais nous sommes disponibles à fournir des résultats, des travaux prospectifs et des analyses prospectives qui peuvent peut-être alimenter cette nouvelle étape de costing et d'analyse économique et financière. Merci. Je peux toujours répondre à vos questions si vous avez besoin de précisions. D'autres interventions? D'accord. Bon. Maintenant, vous avez vu vos 15 pays. vous avez une idée. Bon, c'est dommage que les gens, vous ne leur avez pas donné l'information, les documents que vous avez, etc., etc. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de documents? Stéphane, tu leur as transféré beaucoup de documents? Hein? Ah, mais toi, Stéphane, tu es dans le processus, tu fais partie. Chacun, tu peux avoir les documents que tu veux pour leur transférer. Bon, donc, tous les pays qui sont venus avec des documents, leur niveau de documents, il faut qu'ils nous le transfèrent tout à l'heure. Dans l'après-midi, on va leur transférer pour que les gens se regardent avant. Maintenant, sa présentation-là, peut-être si on pouvait l'avoir, Alassane, tu vas afficher, tu l'as donné à tout le monde. Voilà, Alassane vous a déjà donné ça, lisez ça donc le soir, regardez ça de plus près pour être demain plus, comment on appelle ça, commencez vraiment à réfléchir sur ces différents éléments, allez prendre vos documents, commencez à organiser vos tableaux, etc., etc. Donc, demain, comment on va faire les trois, comment vous allez vous organiser? Un va aller avec les pays anglophones, les deux autres vont démarrer, ou bien on attend de 9h à 10h, on attend et puis on commence ensemble, on fait quoi? Quoi? Ça, on va en discuter maintenant. Oui, mais j'ai le micro, mais je ne sais pas quoi répondre. Peut-être qu'on devrait commencer avec les pays anglophones, prendre 1 heure, et puis après commencer avec tout le monde. Ça, c'est possible. Je crois ce que je propose, c'est que maintenant, on se réunisse avec la FAO, le Hub, la CDAO, pour discuter de la manière dont on va organiser les groupes. Ce que devraient faire sûrement les pays, c'est de se préparer avec les informations. C'est pas très grave si vous les avez pas encore envoyées, ça c'est pas très important. Ce qui est important, c'est de les avoir en main, et puis peut-être de les imprimer si c'est possible, d'avoir vraiment si vous avez fait le costing, d'avoir le costing, le cadre de résultats, la structure des composantes, les choses vraiment que sur la base de la présentation que j'ai fait ce matin. Vous comprenez qu'on aura besoin de ces choses demain, donc de les préparer pour les avoir en main demain matin, pour commencer vers 10h à ce moment-là. Et donc avec les pays anglophones, on commence vers 8h30, 9h, on passe 1 heure à repasser ici, et on commence tous ensemble à 10h. Quand ils viennent, il y a la Gambie, il y a le Ghana, mais il y a surtout les 3 qui arrivent, faire de telle manière que quand on arrive, on leur donne information. S'il le faut, vous mettez à la réception, qu'ils démarrent à 8h30 demain. Comme ça, ils peuvent travailler jusqu'à 9h30, 10h. Ils leur font l'introduction. Et à 10h, tout le monde revient. Bon, entre-temps, on va retravailler sur l'aspect travaux de groupe et on va repartager avec vous. Donc, allez vous préparer, lisez la présentation globale, commencez à faire le travail de
de préparation. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous peuvent envoyer des documents. S'ils nous envoient, on transfère, mais ça ne vous empêche pas d'avoir votre document en main. Et puis, comme il a dit, les tableaux, j'ai très peur que dès qu'on demande photocopie, on soit bloqué. Stéphane, ou bien tu es en aptitude de faire les photocopies? Bon, oui, d'accord, bon. Et voilà, ça est là. Si vous voulez imprimer des tableaux, mais je vous conseille d'avoir les documents et de nous envoyer les documents que vous avez, les dernières versions. Bon, on va partager, d'accord? Voilà, donc nous, on reste. Vous pouvez aller prendre votre pause café et puis après, aller dans vos chambres, commencer à travailler.